C'est officiel, l'Irak annonce que les Occidentaux ont été transférés dans des zones stratégiques, parmi eux au moins 33 Français. George Bush exige la libération de tous les otages, appelle assorti d'un avertissement. L'Irak sera considéré comme responsable de toute atteinte portée à leur sécurité. Le cri d'alarme de la FNSEA, un agriculteur sur deux au bord de la faillite, en cause la sécheresse et les importations massives de viande. Le festival de jazz d'Uzès en Gironde, placé depuis 11 ans sous le signe de l'improvisation et de l'amitié, autour d'un homme, Bernard Lubat. Bonsoir, c'est officiel, l'Irak met à exécution ses menaces. Bagdad annonce le transfert des Occidentaux vers des installations vitales et militaires. Les ressortissants vont donc servir de bouclier humain contre une éventuelle attaque américaine. Aujourd'hui, de nouveaux Français et de nouveaux Britanniques ont été emmenés de force vers des destinations inconnues. Béatrice Nivois. Des Occidentaux ont été amenés vers des installations vitales et militaires. Les 33 Français conduits vers une destination inconnue sont-ils parmi eux? L'un des ressortissants français a pu joindre son épouse, lui indiquant son prochain transfert à Bassora, un des grands centres pétroliers koweïtiens. Je ne l'ai jamais vu dans un état d'esprit pareil, parce que je peux vous dire que mon mari, c'est dur, il ne pleure pas facilement, il ne panique pas du tout. Mais là, il a pleuré au téléphone et il était très découragé. On est dans l'inconnu ici en France. Le Quai d'Orsay n'emploie toujours pas le mot otage pour ces 33 ressortissants. Le ministère affirme avoir prévenu les familles. Une fois ces informations confirmées, il dément enfin s'être démarqué de Washington et de Londres en tentant de négocier séparément le sort de ces ressortissants. À Washington, où l'on parle d'otages, on disait déjà que des Américains avaient été emmenés sur des zones stratégiques irakiennes. Qu'en est-il des 82 Britanniques et 11 Allemands de l'Ouest qui ont déjà été déplacés de leurs hôtels? Seuls les pays qui ne se sont pas engagés militairement dans le Golfe ont reçu confirmation de l'Irak de voir bientôt libérer leurs ressortissants, des pays comme l'Autriche ou la Finlande. Saddam réitère donc son ultimatum, laisser partir les Occidentaux si les Américains se retirent du Golfe et si l'embargo est levé. Les grandes manœuvres diplomatiques en France, conseil restreint demain à l'Elysée, réunion également des ministres des Affaires étrangères des 12 et des 9 pays de l'Union de l'Europe occidentale. L'objectif, déterminer une action commune face à cette crise et répondre au nouvel ultimatum lancé par l'Irak. Bagdad demande la fermeture des ambassades au Koweït d'ici vendredi. Sylvie Levet, Joël François Dumont. La réponse des Américains est catégorique, c'est non au chantage. Prendre des innocents en otage est inacceptable pour le président Bush, qui a condamné les décisions prises par Bagdad en des termes très durs. Lorsque Saddam Hussein offre notamment de troquer la liberté de citoyens de plusieurs nations qu'il détient contre leur gré en échange de concessions, il ne peut y avoir de doute, quel que soit le nom qu'on veuille bien leur donner, il s'agit bien en fait d'otages. La réponse sur le terrain ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Défense, Dick Cheney, vient d'arriver dans les Émirats arabes unis pour compléter et coordonner le dispositif militaire et naval dans la région. Après Washington, c'est au tour de Londres de ne plus mâcher ses mots. La preuve, la presse anglaise, qui reflète l'opinion, considère avec quelques nuances que la seule solution est de renverser Hussein par une action militaire alliée. Côté français, le gouvernement vient à son tour de rejeter en bloc les propositions de troc irakiens. Après le Conseil de sécurité qui se réunit ce soir, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union de l'Europe occidentale tiendront conseil à leur tour demain pour arrêter une position commune. Tandis que plus à l'est, à Moscou, Edouard Shevardnadze vit à l'heure des médiations. Il a reçu tout à l'heure le vice-premier ministre de Bagdad. 5 Français sont arrivés cet après-midi en Jordanie par la route, 2 femmes, 2 enfants et un jeune homme. Leur premier témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux, Jean-Claude Perpère, Yvon Delot et Alain Raffestin, commentaire de Jérôme Catala. Aurélie a un peu plus de 4 ans. Elle était accompagnée par un ami de sa famille quand l'invasion du Koweït par l'Irak l'a bloquée là-bas. Aujourd'hui, avec 4 autres Français, elle est arrivée enfin à Amman. Notre équipe a pu les rencontrer et obtenir des renseignements sur les Français transférés dans un lieu inconnu. Par les autorités irakiennes dans un hôtel. Et ce sont ces Français-là que l'on a mis dans un lieu sûr. Voilà, on nous assure qu'ils sont en très bonne santé, qu'on pourra les voir très prochainement. Et qu'ils sont sous la responsabilité des autorités irakiennes, mais qu'il n'y a vraiment pas
de souci à se faire à leur sujet. Vous n'avez pas de témoignage de mauvais traitements infligés? Absolument pas. Absolument pas. Ces 5 Français sont les premiers ressortissants appartenant à un pays ayant envoyé des forces dans la région à pouvoir quitter l'Irak. Depuis l'ultimatum de Saddam Hussein, ils arriveront demain matin à Paris. Général Coppel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les forces occidentales ont la possibilité technique ce soir d'un raid sur l'Irak? Un raid sans doute. Renverser le président Saddam Hussein comme certains le pensent, je n'y crois pas. Se lancer à l'attaque d'un pays qui contient un million d'hommes avec des armes de qualité, ce n'est quelque chose qui n'est pas du tout réaliste quand on a des milliers de kilomètres à franchir de support logistique. Même lancer un raid ne me paraît pas une très bonne solution militaire. On peut certes détruire certains l'environnement pétrolier, on peut se lancer à l'attaque éventuellement de quelques bases aériennes irakiennes, mais les pertes seront sensibles. Et compte tenu du fait qu'il y a par ailleurs tout le chantage que Saddam Hussein peut exercer avec les otages, tout ceci fait qu'à mon sens, il n'y a pas de solution militaire facile aux problèmes qu'affrontent actuellement le président Bush et l'Occident d'une manière plus générale. Mais si un incident naval éclatait, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un conflit total, vers une guerre? Je ne pense pas que la guerre puisse démarrer simplement sur un conflit naval. Je ne pense pas que la guerre puisse démarrer sur un conflit à la frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite. En revanche, ce qui est certainement la région la plus dangereuse, c'est tout ce qui se passe en Jordanie avec les Palestiniens dans le contexte général du conflit entre Israël, qui, il faut bien le reconnaître, n'obéit pas non plus énormément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'ONU, et les Arabes. De ce côté-là, on peut craindre un embrasement. Honnêtement, au niveau de la frontière entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, en ce qui concerne le Koweït, je ne crois pas que l'on aille tant soit peu vers un embrasement, parce que les situations sont bloquées, chacun est capable de se défendre, les Irakiens au Koweït, les Saoudiens avec l'aide des États-Unis dans leur pays. Vous ne pensez pas qu'il est dangereux de trop attendre, puisque l'armée irakienne est en très grand nombre en ce moment du côté de la frontière iranienne? Si on attend encore quelques jours, est-ce que l'armée irakienne ne va pas amasser de plus en plus de personnes du côté du Koweït? Dès le départ, l'armée irakienne a une supériorité numérique et en matériel absolument colossale sur place. Alors au fur et à mesure que les renforts occidentaux arrivent, cette disparité au profit de Saddam Hussein s'atténue quelque peu, mais je crois au contraire que si Saddam Hussein avait vraiment voulu se lancer à l'attaque de l'Arabie Saoudite et des Émirats, il lui fallut qu'il le fasse tout de suite. Au moment où il a conquis le Koweït, il pouvait continuer son action. Mais aujourd'hui, l'Occident renforce sa présence. La supériorité aérienne américaine, en particulier, me paraît absolument évidente en Arabie Saoudite. Et je crois que l'évolution conduit à une certaine stabilisation des forces. En 2 mots, comment est-ce que les Occidentaux peuvent répondre aux dangers de l'arme chimique? Les armes chimiques sont extrêmement dangereuses pour des personnes qui ne sont pas protégées. Donc la première chose qu'ils puissent faire, et les Occidentaux risquent d'avoir à y faire face un jour dans un contexte de terrorisme d'État, c'est d'instruire les populations sur la façon de se protéger contre les agressions chimiques. Et contrairement à ce que l'on croit, c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. En revanche, ceux qui sont parfaitement vulnérables, ce sont des soldats qui ne sont absolument pas protégés, comme les soldats français au cours de la Première Guerre mondiale, au moment des premières attaques allemandes, ou comme les soldats iraniens lorsque les Irakiens ont utilisé ces armes. Mais dès que l'on est instruit, dès que l'on a un minimum de protection, on peut faire face aux dangers chimiques. Merci beaucoup. Dans le Golfe, les grandes manœuvres militaires s'intensifient. Les États-Unis envoient 22 chasseurs F-117, invisibles au radar. Les troupes américaines vont s'installer dans les Émirats arabes unis. Tout semble en place pour permettre au président Bush de riposter. Pierre Babet. Depuis ce matin, ils font route vers le Golfe Persique. Ces 22 bombardiers F-117A sont réputés furtifs, voire invisibles. Ils ont été complaisamment montrés par l'US Air Force à leur départ de la base aérienne Langley à Hampton, sur la côte est des États-Unis. Ils rejoignent donc ce soir l'impressionnant dispositif terrestre, naval, aérien que les États-Unis ne cessent de renforcer en mer Rouge, dans la péninsule arabique et dans le Golfe Persique. Tout est prêt désormais pour une frappe américaine fulgurante
et puissante. Les cibles potentielles, elles sont ici au cœur de l'Irak, les usines chimiques et leur capacité terrifiante de fabrication de gaz mortels. Les bases et les missiles à longue portée que l'Irak a su fabriquer en attendant la bombe atomique et qui menacent toute la région désormais. Tout est donc en place pour les Américains. Les Boeing Hawks surveillent en permanence l'espace aérien irakien. Le moindre mouvement d'avion ne peut échapper à leur radar. Les F-117 capables de leurrer les défenses irakiennes, grâce à leur capacité de furtivité, de discrétion, ils sont en mesure de pénétrer au cœur du territoire ennemi. Les F-14, les F-18 de la marine américaine, les B-52 de Diego Garcia, les F-111 de Turquie, des dizaines d'appareils peuvent désormais, dès cette nuit, fondre sur l'Irak en quelques minutes. La Jordanie est devenue depuis plusieurs jours la porte du salut pour les étrangers fuyant l'Irak et le Koweït. 10 000 personnes affluent chaque jour. Comment la population vit-elle cette situation? Y a-t-il ou non un sentiment anti-occidental en Jordanie? Réponse avec nos envoyés spéciaux Jean-Claude Perper, Yvon Delot et Alara Festin. Depuis le début de la crise, le visage d'Amman, la capitale, n'a pas vraiment changé. Toujours la même foule, dense, dans les rues commerçantes de la basse ville où on ne perçoit aucune présence militaire inhabituelle. Les seuls uniformes visibles sont ceux de quelques policiers qui surveillent le marché. Et aussi d'enfants comme celui-ci, tendres soldats bien inoffensifs. Le seul symptôme de la crise qui agite la région, la présence devant les ambassades d'automitrailleuses lourdes montées sur Land Rover, comme ici devant l'ambassade américaine, particulièrement gardée. Toutes les chancelleries sont ainsi protégées, à l'exception de l'ambassade de France où nous dit-on, pour le moment, rien ne justifie de telles mesures. Et les informations alarmantes venant de France nous sont retransmises à Amman et nous devons rassurer nos familles qui s'inquiètent beaucoup de notre sort. Mais pour le moment, tout est sous contrôle en Jordanie. 350 Français vivent habituellement en Jordanie. Plus de la moitié d'entre eux sont actuellement en France. Quelques-uns, par précaution, ont été rapatriés par leur société, mais la plupart sont en congé. Ceux qui restent ne semblent pas craindre pour leur vie, ni même pour leur tranquillité. Vous êtes les bienvenus, vraiment les bienvenus. Un changement dans l'attitude des gens. Comme disait cette personne, il y a une chose très importante ici, c'est l'accueil arabe. Le sens de l'accueil arabe, l'hospitalité bédouine ou palestinienne. Et ça ne change pas, même si on peut remarquer que les gens sont un petit peu tendus, parce qu'évidemment, les gens se sentent un peu menacés par la crise, mais comme toutes les personnes de la région. Tous les Français que nous avons rencontrés ont la même réaction. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les Jordaniens, ils rejettent toute accusation de xénophobie. La relation entre l'Arabe et le Français est mieux que la relation entre l'Arabe et avec les États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, je crois que la relation entre l'Arabe et le Français sont mieux. Cette tendance à faire la différence entre les Français et les autres Occidentaux n'est pas un cas isolé. Bien des touristes eux-mêmes, au cours de leur périple, l'ont ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous arrêtent, en fait, des militaires, des gens comme ça, qui veulent discuter un petit peu avec nous. Et ils nous demandent d'abord si on est américain, on leur dit que non. Et on sent que si on était américain, ça changerait un petit peu les choses. Mais le fait d'être français, bon, ils sentent ça tout à fait de manière très positive. Et puis ils discutent avec nous, ils essayent de nous convaincre un petit peu qu'on est, que Saddam Hussein, c'est le sauveur des Arabes, en fait. Que ce soit dans les quartiers populaires, les camps palestiniens ou même au milieu des manifestations, on ne ressent aucune agressivité marquée contre les personnes. Et s'il est indéniable qu'il règne ici un sentiment anti-américain et anti-anglais, en revanche les Français et les autres Occidentaux jouissent toujours d'une certaine sympathie. Alain Juppé, bonsoir. Bonsoir. Face au problème des otages, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, je crois, entourer les familles de notre sollicitude et les informer rapidement et complètement de tout ce que nous savons, car dans une situation comme celle-là, le pire, c'est de ne pas savoir. Puis il faut bien sûr faire le maximum pour que le pire n'arrive pas. Toute la question qui se pose à un homme de gouvernement, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Faut-il aller jusqu'à négocier, jusqu'à céder? Eh bien, aussi cruel que cela paraisse, ma réponse est résolument négative. Je crois que l'histoire nous a montré bien des fois que la lâcheté collective d'une nation l'a conduit à des malheurs bien plus grands que ceux qu'elle a cru éviter. Et nous n'allons pas laisser, je l'espère, aux Américains, aux Britanniques, aux Égyptiens, le monopole de défendre la liberté, la démocratie et le droit.
Vous prêchez la fermeté, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et surtout le président de la République qui conduit cette affaire depuis le début a montré assez de fermeté? On a joué la carte diplomatique, c'est fini, il ne faut plus jouer la diplomatie, il faut aller plus loin. La première réaction de la diplomatie française a été bonne, et nous l'avons d'ailleurs approuvée. À peu près tout le monde en France, sauf M. Le Pen, qui une fois de plus s'est conduit de manière assez scandaleuse en se solidarisant avec Saddam Hussein. Vous avez une explication sur l'attitude de Jean-Marie Le Pen? Je n'en sais rien. On parle de réalisme, c'est une vieille nostalgie des années 30, je ne sais pas. En tout cas, je crois que ça n'a pas grandi la France. Et puis la diplomatie française a connu une deuxième phase qui a été une phase d'atermoiement, d'hésitation. On nous a expliqué que l'embargo, ça n'était pas le blocus. On s'est retranché derrière l'ONU et les pays arabes alors que l'ONU avait décidé. Et que parmi les pays arabes, on ne le dit pas suffisamment, 3 des 4 grands pays de la zone, c'est-à-dire l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Syrie, sont complètement engagés dans la riposte. Alors, était-ce une volonté de se démarquer? Je n'en sais rien, mais c'est apparu comme un défaut de solidarité à un moment où il faut que les pays qui défendent le droit contre la violence et la piraterie internationale soient solidaires. Depuis 24 heures, il semble que le gouvernement français, ou en tout cas le président de la République, puisque c'est lui qui conduit le jeu, se soit ressaisi. Il faut que le président de la République sache que s'il est ferme et courageux, il aura notre soutien. C'est-à-dire qu'attendez-vous demain? Il y a effectivement un conseil restreint, donc il y aura des décisions importantes. Elles viendront sans doute après la réunion du Conseil de sécurité de cette nuit qui pourrait aller plus loin dans les sanctions. Qu'attendez-vous demain de ce conseil restreint? C'est très difficile de faire des scénarios. J'admire les experts qui sont capables de prédire ce qui va se passer. Ce que je crois, c'est qu'une guerre d'usure serait vraisemblablement la pire solution pour tout le monde. Il faut évidemment essayer d'éviter une conflagration générale qui pourrait avoir des conséquences incalculables. Alors que faire? Je crois que le blocus est peut-être une solution. Les blocus sont rarement efficaces. Dans ce cas précis, compte tenu de la géographie, des faibles débouchés de l'Irak sur la mer extérieure, le blocus peut être efficace. Il faut donc se donner les moyens de le faire appliquer. Et la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Il ne faut pas l'oublier. Alors qu'elle prenne des initiatives, qu'elle fasse un projet de résolution pour que les sanctions soient suivies des faits. Blocus, c'est un acte de guerre, c'est-à-dire qu'il y a éventuellement des conséquences et il faut assumer le risque là aussi. Il faut assumer le risque, je le répète, c'est par la fermeté que nous gagnerons. Et puis, il y a aussi des conséquences à moyen terme à tirer de toute cette affaire. L'Europe n'a pas existé dans tout cela. On nous dit qu'on va faire l'union politique de l'Europe et on nous annonce une conférence intergouvernementale pour la fin de l'année. Si l'union politique, ce n'est ni une politique étrangère, ni un système de sécurité collective, qu'est-ce que c'est? Il va falloir qu'on s'explique dès la fin de 1990. Alors vous parlez, comme on parlait Édouard Balladur ou Charles Pasqua, on s'étonne beaucoup du silence de Jacques Chirac. Pourquoi Jacques Chirac ne parle pas? C'est vrai qu'autrefois, comme d'autres dirigeants politiques français, il a eu de bonnes relations avec les responsables irakiens. Est-ce qu'il va intervenir dans les prochains jours et pourquoi sinon? Tout le monde, depuis 15 ans, a eu une bonne relation avec les responsables irakiens. M. Chevènement, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, était également chez Saddam Hussein il y a quelques mois. Alors, ne réécrivons pas l'histoire de manière partielle ou partiale. Le RPR s'est exprimé par la voix de ses principaux dirigeants. Vous en avez cité quelques-uns. Nous avons été très présents. Ceci a été fait en étroit accord avec Jacques Chirac, naturellement, et lui-même fera connaître son point de vue dans les tout prochains jours. Merci Alain Juppé. En France, si l'on ne connaît pas exactement les répercussions de la crise sur l'économie, les appels à la prudence et à l'austérité ont déjà commencé. Ce matin, Pierre Bérégovoy a demandé aux commerçants et aux chefs d'entreprise de ne pas jouer avec la valse des étiquettes. Marie-Hélène Tichot. La hausse du prix du pétrole, pour l'instant, n'est pas une catastrophe. C'est une mauvaise affaire selon les experts des organismes de prévision. Ceux-ci ont confiance dans la santé de notre économie. La situation n'est pas similaire à 1974. La hausse de l'or noir est moins importante et surtout le terrain est plus solide. Depuis 1982, les sociétés françaises se sont refait une santé et affichent des profits records des acquisitions à l'étranger. Pourtant, Pierre Bérégovoy a préféré ce matin, dans une interview à la tribune de l'Expansion, remettre les pendules à l'heure. Le ministre des Finances appelle à la maîtrise de la consommation en France. Son mot d'ordre, épargne et investissement productif. Avant la crise du Golfe, c'était déjà son leitmotiv. Il lance aussi un avertissement aux entreprises et aux commerçants, ne jouez pas avec les étiquettes. De son côté, le patron des patrons appelle à la rigueur. Nous avions un peu tendance, avant les vacances, à nous laisser aller à une certaine euphorie. L'opinion publique s'habituait à l'idée que la croissance était là, que l'inflation était maîtrisée, qu'au fond, ceci pouvait durer très longtemps. On a un peu oublié la dépendance de l'économie française, de l'économie internationale, de la matière première qu'est le pétrole. Et aujourd'hui, nous avons un réveil assez douloureux.
Les deux hommes ont le même but, préserver la croissance. Le calendrier social avec les discussions sur les bas salaires est maintenu, reste à négocier. La sécheresse en France, la situation s'aggrave. 53 à 54 départements seraient touchés à présent par des restrictions d'eau. Ce matin, au conseil d'administration extraordinaire de la FNSEA, les agriculteurs ont réclamé des moyens exceptionnels et le report de toutes leurs charges. Claude Guénaud. Nouvelle opération coup de poing des éleveurs. Ce matin près de Lyon, ceux de la région Rhône-Alpes s'en sont pris à des arrivages de viande belge et hollandaise qu'ils ont déchargés et brûlés. En réalité, ils cherchaient surtout de la viande en provenance d'Allemagne de l'Est, responsable selon eux de la chute des cours. Aujourd'hui, la viande bovine arrive d'Allemagne de l'Est, puisqu'il n'y a plus de frontière entre les deux Allemagnes depuis le 1er août, à environ moitié prix. Depuis une dizaine de jours, les éleveurs ne cessent de manifester sur tout le territoire pour demander l'arrêt des importations de viande. Le marché se trouve actuellement engorgé de surplus d'Europe de l'Est ou du marché commun, ce qui tire les prix vers le bas. D'autre part, les débouchés se sont réduits à la suite d'une baisse générale de la consommation de viande de bœuf. Les éleveurs de moutons sont confrontés à une crise identique. Ils accusent, eux, les importations britanniques et néo-zélandaises, vendues à moins de 20 francs le kilo quand les éleveurs français estiment qu'il leur faut environ 2 à 5 francs de plus pour en tirer un revenu. On ne voit pas très bien comment ça va se passer à l'avenir parce que ça ne fait que baisser et très mauvaise perspective, quoi. Il n'y en a plus d'un qui va couler. Et il n'y a personne qui nous aide. Les cours de la viande au prix qui sont, tout le monde mange de l'argent aujourd'hui. On ne peut pas vivre avec ça. Selon le syndicat paysan, un agriculteur sur deux est menacé de faillite à brève échéance. Non seulement du fait de la sécheresse qui pose des problèmes d'alimentation du bétail, mais aussi à cause de l'effondrement des cours de la viande. Le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, tente de calmer le jeu aujourd'hui en annonçant notamment une limitation des importations de viande d'Europe de l'Est. Aucune mesure spéciale n'a été prise officiellement après les menaces d'Ipar et Tarak. L'organisation séparatiste basque a revendiqué les attentats perpétrés hier contre 2 perceptions du Pays basque. Ipar et Tarak exige la libération de Philippe Bidar, numéro 1 présumé de l'organisation, sous peine de déclencher de nouvelles actions. Opération coup de poing de Greenpeace. Ce matin, un petit groupe de cette organisation écologiste a pénétré dans l'enceinte de l'usine Rhône-Poulenc de Péage-Roussillon dans l'Isère. Ils ont fermé la vanne d'un canal utilisé pour rejeter des déchets dans le Rhône. Leur objectif, dénoncer le manque de transparence des responsables de cette usine, une des plus polluantes du Rhône. C'est ce qu'ils affirment. Anne-Marie Mazon. Rhône-Poulenc, le premier groupe français de produits chimiques. Ici, à l'usine de Roussillon, sont fabriquées chaque mois 5000 tonnes d'acétone et 8000 tonnes de phénol, 2 produits utilisés dans l'industrie plastique. Cette production exige des quantités énormes d'eau douce, une eau pompée dans le canal du Rhône, puis rejetée dans ce même canal sans aucun traitement. Ce matin, à l'usine de Roussillon, Greenpeace passe à l'action. L'opération ici, c'est de bloquer ces 2 vannes qui déversent directement dans le Rhône un certain nombre de déchets toxiques, notamment des métaux lourds. Rhône-Poulenc a donc le droit de lâcher dans le Rhône tous les jours une certaine quantité de poison, tout simplement. De son côté, la direction de Rhône-Poulenc affirme que ces rejets ne sont pas toxiques. De plus, l'entreprise estime faire de gros efforts pour limiter la pollution. Ce soir, la direction de Rhône-Poulenc a décidé de porter plainte contre Greenpeace pour violation de domicile. L'opération Commando n'aura pas d'autres conséquences juridiques. Reste le canal du Rhône, où chaque jour, de la Suisse à la Méditerranée, une 60aine d'usines chimiques rejettent des produits toxiques. Si la Méditerranée se meurt aujourd'hui, le Rhône y est un peu pour quelque chose. Les autres faits marquants de l'actualité en France, en bref, grâce aux 25 stations régionales de la 3, commentaire ce soir de Christian Mez. La loi du baston. Les habitants de Belle-Île-en-Mer ont décidé ce week-end de mettre fin eux-mêmes à la terreur que faisait régner un groupe de skinheads venus passer des vacances dans un camping de l'île. Ils ont mis sur pied une expédition punitive et ont chassé de l'île la petite bande de casseurs. Chasse à l'homme en Corse encore. Sur les 6 évadés de la prison Sainte-Claire de Bastia hier matin, un a été repris hier après-midi en Haute-Corse, un autre localisé au sud de Bastia. Les 4 autres sont toujours introuvables. Parmi eux, 2 sont considérés comme dangereux, voire très dangereux. Ce soir, le dispositif de recherche a été allégé.
Le Père Noël en plein mois d'août, il s'est arrêté à Dives-sur-Mer ce matin pour remettre un chèque de plus de 6 millions de francs à des ouvriers d'une équipe de nuit de Renault. Les 10 copains jouaient ensemble au loto depuis 8 mois, toujours sur les mêmes numéros. Chacun des membres de la belle équipe touche donc plus de 600 000 francs, de quoi matérialiser de beaux rêves. Une belle pagaille à prévoir dès la rentrée dans le secteur de la Porte de la Chapelle à Paris. Depuis cette nuit, les travaux de couverture de l'autoroute A1 ont démarré en Seine-Saint-Denis. Ils vont durer 2 ans et auront pour conséquence immédiate au cours de cette année de neutraliser en alternance une voie de circulation sur l'autoroute qui mène aux portes de l'Europe. Sport enfin, basketball, la Yougoslavie remporte son 3e titre de champion du monde à Buenos Aires. Hier encore, la finale opposait les Yougoslaves aux Soviétiques. Hier encore, les premiers ont dominé tout le match. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, le point météo complet avec Florence Klein. Votre film à 20h35, L'homme au colt d'or avec Richard Widmark et Henri Fonda. 22h30, un grand moment d'émotion, le retour de Marc Hautement à Soir 3. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur la 3. À demain 19h. Au revoir.